Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter sans un or not. Aujourd'hui, je t'amène en Égypte pour te présenter le jeu Valley of the Kings, la version premium spécifiquement. Valley of the Kings, c'est un jeu de type deck building. Il y a un mode solo, sinon c'est un jeu compétitif de 2 à 6 joueurs. Les parties vont durer environ 1 heure. C'est un jeu relativement classique dans ses mécaniques de deck building. Fait qu'on va acheter des cartes, on va les mettre dans son deck. Puis au fur et à mesure qu'on va rebrasser son deck, on va jouer ces cartes-là. Mais lui, il y a 2-3 petites particularités. Quelles sont-elles? Ben, comme d'habitude, je t'explique comment on installe le jeu, comment on y joue, et je reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. Première chose qu'on va faire dans Valleys of the King, c'est décider avec quel set on va jouer. Dans la version premium du jeu, celle qui est disponible en magasin, il y a 3 sets, si on veut, qui viennent. Il y a le set de base, il y a le set Afterlife et le set Last Rites. Ça vient également avec des randomizers si on veut mélanger ces différents sets-là ensemble, mais pour les premières parties, on suggère de tout simplement choisir avec quel set on veut jouer. Moi, dans mon cas, j'ai choisi le set Base Game. Fait qu'il va nous dire tous les types de cartes qu'on va avoir besoin d'aller chercher à l'intérieur de notre boîte. Et la boîte vient avec des séries de séparateurs pour bien classer toutes ces cartes-là ensemble. Fait que je dois aller chercher les cartes pour ma partie de base. Je devais aller chercher les cartes Unique, Statues, Books, Amulets, Canopic Jars et Sarcophagi. Chacun de ces decks de cartes-là, prenons par exemple le deck de cartes Statue, chacun de ces decks de cartes-là vient avec 2 types de cartes. Il y a les cartes de base, si on veut, les cartes moins dispendieuses qui sont représentées par ces 2 espèces de symboles-là argentés. Et il y a les cartes avancées qui sont représentées par ces symboles-là dorés. On doit les prendre. On va commencer par prendre dans chacun des sets la version dorée de chacun de ces sets-là. On va mélanger ça ensemble. Je précise que les sleeves sont inclus dans la version dans la version premium du jeu. On va prendre les parties argentées, fait que les cartes qui ont seulement 2 symboles argentés. On va faire la même chose. On va brasser ça. Et on va avoir notre deck qui va être prêt pour notre partie. De ce deck-là, on va défausser une carte. On va commencer à se faire une zone pour les cartes qui sont détruites. Et ensuite, on va se faire notre zone d'achat. Fait que notre zone d'achat, on va faire une pyramide. Dans notre pyramide, il va y avoir une carte à la tête. Il va y avoir 2 cartes sur l'étage central. Puis il va y avoir 3 cartes dans le bas de notre pyramide. Et on a notre défausse pour le deck de cartes dans lequel on pige. Et quand ça c'est fait, ben la pige de cartes est prête. Chaque joueur va avoir un deck de cartes à se choisir aussi dans la mise en place individuelle. Encore là, on a un starter set fait pour le base game, puis on a un starter set si on joue spécifiquement avec le set Last Rites. Si on joue avec le set Afterlife, on peut jouer avec le base game ou avec l'autre. C'est comme on veut, puis au fur et à mesure qu'on cumule nos parties, on peut changer tout ça puis mixer tout ça comme on veut. Dans un starting set, qu'est-ce qu'on a? Bien, chaque joueur va avoir un aide de jeu qui va résumer dans le fond le setup, le tour de jeu, comment ça fonctionne. Il va avoir une carte tombe. La carte tombe, c'est du cardboard, c'est une tuile en carton qu'on se garde pas loin de notre zone de jeu. Et il va avoir son deck de départ qui va ressembler à ceci. On va avoir des cartes urnes, des cartes offering table, shabti. Vous excuserez s'il y a des petits problèmes de prononciation tout au long de la partie. Les cartes de départ sont représentées par cette espèce de petite icône rouge-là. Quand chaque joueur a déterminé son deck de départ, on va aller déterminer qui est le premier joueur, puis le tirer au hasard. On va avoir une espèce de petit marqueur comme ça qu'on va donner au premier joueur. Quand ça c'est prêt, ben on est prêt à commencer à jouer. Donc, comment se joue maintenant un tour de jeu à Valley of the Kings? On doit tout simplement suivre les différentes étapes qui sont sur cette carte-là, Taking a Turn. Fait que 1, jouer ses cartes. 2, défausser toutes ses cartes et les cartes qu'on n'a pas jouées.
envoyer ça dans sa défausse. 3, reconstruire la pyramide. 4, repiger jusqu'à une main de 5 cartes. On va passer toutes ces phases-là plus en détail. On va jouer jusqu'à temps que la partie se termine. À la fin de la partie, on a une phase de score sur laquelle je vais également revenir plus en détail. Pour l'instant, je vais juste dire comment la partie se termine. Mais il doit y avoir 3 conditions de remplir. 1, les joueurs doivent avoir joué un nombre de tours égal pour être sûr que tout se termine avec un sentiment de justice profond. 2, la pile de cartes ici doit être terminée, fait que la pile de cartes dans laquelle on pige. Et 3, la pyramide ici doit être également complètement vide. Quand ça c'est vide, on joue un nombre de tours égal et la partie se termine. Fait que donc, les phases de jeu. 1, jouer ses cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on joue ses cartes? Bien, chaque carte va avoir différentes informations dessus. Je vais avoir le pouvoir d'achat qu'elle me donne, sa valeur, fait que son coût, son pouvoir s'il y en a un et à quelle catégorie de cartes à la partie. Au début de la partie, on va avoir évidemment juste des starters, mais éventuellement, on va commencer à ramasser d'autres types de cartes comme la splendide amulette qui est juste ici. Fait que donc, comment ça fonctionne quand je veux jouer mes cartes? Ben, le premier choix que j'ai 3 choix quand je joue mes cartes. C'est d'ailleurs résumé sur cette petite carte-là. Acheter, exécuter l'action de la carte ou mettre cette carte-là en tombeau. Si je veux jouer la carte pour acheter, je dois les jouer une à une jusqu'à temps que j'ai le coût d'achat que ça me prend pour la carte que je vise. Pour acheter des cartes, je ne peux les acheter que sur la ligne du bas dans la pyramide. Donc, je ne peux n'acheter qu'une de ces 3 cartes-là, à moins que d'une façon particulière, je manipule la pyramide. Mais à la base, on peut acheter juste de ces 3 cartes-là. On voit ici que les 3 ont un coût d'achat de 4. Fait que pour pouvoir l'acheter, j'aurais à payer ceci. J'aurais payé 1, 2, 3, 4 sous. J'accumule l'argent des 4 cartes. Je peux acheter une carte et je la mets dans ma défausse, qu'on va mettre, mettons, juste ici. Et je la mets dans ma défausse. Les 4 autres cartes, pour l'instant, les 4 cartes que j'ai jouées, restent en jeu. Dès qu'on achète une carte à l'intérieur de la pyramide va faire un effet de cascade. Elle va tomber. Si j'achète l'une des cartes qui est à l'extrémité, c'est la carte immédiatement au-dessus qui va tomber. Et l'autre carte va tomber également. Si j'avais acheté plutôt la carte du centre, ben là, c'est moi qui va décider laquelle des 2 cartes va tomber. Puis ensuite, l'autre va faire la même chose, elle va tomber également. Fait que ça, c'est pour la pyramide. Si j'avais voulu, à la place, j'aurais pu jouer une carte pour activer l'effet qui est sur la carte. Ça, je peux le faire avec autant de cartes que je veux parmi toutes les cartes que je joue. Par exemple, après avoir fait mon achat, ici, je pourrais jouer mon une. Put the top card of your discard pile on top of your deck. Fait que je renonce à son 1 de pouvoir d'achat, mais je prends la carte qui est sur ma discard pile, je la remets dessus de mon deck. Fait qu'à la fin de mon tour, je vais la repiger immédiatement. Fait que ça, c'est la deuxième option. Puis évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, ben, on se donne la possibilité d'avoir des cartes qui ont meilleur pouvoir d'achat, mais qui ont aussi des pouvoirs plus puissants. Finalement, ma troisième option, disons qu'au tour suivant, j'aurais eu ça en main. Donc, ma troisième option, première option, jouer pour la valeur d'achat. Deuxième option, jouer pour le pouvoir qui est sur la carte. Troisième option, je peux décider de mettre une de mes cartes en tombe. Comment ça fonctionne? Bien, je vais tout simplement jouer cette carte-là. Je dis cette carte-là, je l'envoie dans mon tombeau. Et cette carte-là, je vais la mettre justement, physiquement, dans mon tombeau. Je vais la mettre en dessous. Moi, j'aime bien laisser dépasser le bas de la carte pour que je vois quel type de carte j'ai mis. Et ce sont uniquement les cartes que j'ai mis dans mon tombeau qui vont scorer à la fin de la partie. Toutes les autres cartes, mon deck vaut rien en fin de partie. C'est juste ce que j'ai mis là-dedans qui vaut en fin de partie. J'expliquerai les points, comment ça fonctionne plus tard. Cette action-là est particulière parce que je peux n'en la faire qu'une fois par tour. Fait qu'en ayant décidé de mettre ce starter-là dans mon tombeau, ben les 4 autres cartes, il faut que j'y joue pour les 2 autres options. Soit j'y joue pour la valeur monétaire, soit j'y joue pour activer le pouvoir qui est en bas, qui est sur la carte. Finalement, les règles d'achat de pouvoir. Si plus tard dans la partie, j'achète des cartes qui ont des grosses valeurs d'achat, des 4$, des 8$, des fois j'ai des 5 ou des 6$. Par exemple, j'aurais un 5$ ici, que je pourrais dépenser d'un coup. Ce 5$-là ne peut pas me servir à acheter 2 cartes. Fait que si je joue cette carte-là pour avoir le 5$, puis j'achète elle, le 1$ en extra, il est juste perdu. Je ne pourrais pas combiner 3$ supplémentaires, dire j'ai 8 pour acheter les 2 cartes qui sont là. Si je vais acheter les 2 cartes qui sont là, ben je vais dire je joue celle-là, ça me donne 5$. Avec ce 5$-là, j'achète la carte qui est ici, j'envoie ça dans mon défausse, ça cascade. Ensuite, je joue ça pour avoir 2$, 3$, 4$. J'achète elle s'en va dans ma défausse, elle à cascade. Il me reste celle-là, je peux swapper 2 cartes dans la pyramide ou sacrifier une carte dans la pyramide. Je ne le fais pas, j'ai déjà mis une carte en tombe, donc cette carte-là, je ne la joue pas.
Et le tour de jeu de la partie jouer ses cartes, ça ressemble à ça. Donc, on peut acheter autant de cartes qu'on veut, mais on doit payer les cartes une à la fois. Et on ne peut cumuler, si on a des extras en sous, on ne peut pas se faire de change. Fait que si j'achetais par exemple une carte de valeur 6, j'insiste là-dessus parce que c'est super important, si je combinais ces deux cartes-là pour me faire un set, ça serait parfait. Mais le point supplémentaire, le sous supplémentaire, je ne pourrais pas le recombiner avec d'autres cartes. Je repars à 0 quand je suis rendu à mon deuxième achat du tour. Fait que donc, à la fin du tour de jeu, toutes les cartes qu'on a jouées, toutes les cartes qu'on n'a pas jouées, c'est tout défaussé, ça s'en va dans la défausse. Et ensuite, on reconstruit la pyramide. Fait qu'on fait tout simplement repiger des cartes en partant du bas puis en montant vers le haut, jusqu'à temps que ma pyramide soit pleine. Quand ça c'est fait, ben, on repige jusqu'à temps qu'on a une main de 5 cartes, puis on est prêt à recommencer un nouveau tour de jeu. Dernière précision, si jamais on n'a pas touché à la pyramide dans son tour, parce que j'ai entombé une carte, puis les 4 autres, je les ai joués pour faire des effets particuliers, par exemple, fait que j'ai acheté aucune carte, j'ai pas manipulé ça d'aucune façon que ce soit. Si j'ai pas touché à la pyramide, ben, je vais être obligé de sacrifier une carte de la pyramide. Fait que je vais choisir la carte de mon choix, je vais la sacrifier, je vais l'envoyer dans la défausse commune, fait que dans une pile de sacrifices. Je vais faire l'effet de cascade comme à l'habitude. Puis à la fin de mon tour, quand je vais défausser puis reconstruire la pyramide, ben, je vais remplacer la carte du haut. Fait qu'il y a toujours au moins une carte par tour qui va partir de la pyramide pour être certain que ça avance. Je précise que c'est juste si j'ai pas touché à la pyramide. Si par exemple, sans avoir acheté de carte, j'ai quand même sacrifié une carte de la pyramide. On me dit sacrifice any card in the pyramid. J'ai joué cette carte-là pour faire son effet particulier puis j'ai sacrifié elle. J'ai manipulé la pyramide d'une façon ou d'une autre, j'aurais pas besoin d'en sacrifier une autre, même si j'en ai pas acheté. Fait qu'on en sacrifie une automatiquement seulement si on ne touche pas à la pyramide de quelque façon que ce soit. Et ça fait le tour pour le tour du jeu. On va donc continuer, comme je l'ai dit, on va continuer comme ça jusqu'à temps que mon deck de cartes soit complètement vide. Là, évidemment, plus au fur et à mesure que la partie va avancer, il y a différentes façons qu'on va avoir de sacrifier des cartes. Fait qu'il va y avoir beaucoup de cartes dans la pile de sacrifice, mais on ne la rabrasse pas. Dès que mon deck est vide et que ma pyramide est également vide, on va aller marquer les points. Fait qu'on va aller voir ce que chaque joueur a réussi à mettre dans sa tombe. Et si on comprend que c'est un exemple, ce joueur-là sera en train de sacrer une volée aux autres. C'est juste pour faire l'exemple. Comment on marque les points à l'intérieur de la tombe? Bien, premièrement, on va aller mettre de côté toutes les cartes qui ont une valeur en point de victoire imprimée directement dessus. Fait que toutes les cartes uniques vont avoir une valeur en point de victoire, celle-ci vaut 3 points. Et toutes les cartes de type starter vont avoir une valeur de point de victoire qui est toujours la même, là, qui est de 1, peu importe la carte qu'on prend. Ensuite, avec les autres cartes, on va aller se faire des sets. Fait que c'est un set collection. Fait que si j'ai, par exemple, plusieurs cartes statues, alors mettons-en quelques-unes. Disons que j'ai ceci dans ma tombe à la fin de la partie. Je vais commencer par aller vérifier j'ai combien de statues uniques. On voit que j'ai 2 de mes statues qui sont en double, fait que je vais en compter juste une des deux. Il me reste donc 4 statues uniques. Fait qu'on va tout simplement les mettre au carré. Fait que 1, 2, 3, 4 x 4, ça fait 16 points. Fait que je marque 16 points pour mes statues. C'est aussi simple que ça. Et je fais la même chose pour chacune de mes catégories. Fait que si par exemple je termine avec ça, ben, j'aurai 2 livres différents. 2 x 2, j'ai 4 points. Je termine avec... je continue, disons que j'ai ceci, 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 et trouvons-en une dernière. Donc j'ai ceci, j'ai 4 Canopic Jars, il y en a une qui est en double, donc je ne la compte pas, fait que 3 Canopic Jars x 3, 9 points. Puis on continue comme ça, puis on fait la série avec chacune des types de cartes qu'on a. Fait que généralement, il y a 6 types de cartes, fait qu'ici j'avais les livres, les sarcophages, j'avais les amulettes, les statues, les cartes uniques, c'est un type de carte, et j'avais les starters qui comptaient aussi. Je précise que les cartes uniques, je ne fais pas de set collecting. Si j'ai 3 cartes uniques, c'est pas 3 x 3, 9 points, plus la valeur en point de victoire, c'est juste la valeur qui est imprimée en point de victoire dans le bas. Même chose pour les starters. Fait qu'on fait le décompte de points, et celui qui en a le plus remporte la partie. Donc, voilà pour Valleys of the Kings, un très bon deck building, je dois dire. Fait que commençons comme je le fais habituellement, les composantes. Dans celui-là, on a pratiquement juste des cartes. On a un morceau très inutile
pour le premier joueur. Ça peut être pratique en fin de game, j'assume, là, si on joue à 4-5, mais à 2, 3, 4 joueurs, ça n'a pas grand-chose. Les cartes, j'aime beaucoup le format des cartes. C'est des grandes cartes. Ça se brasse pas très bien, mais comme ils fournissent les sleeves, c'est des sleeves de qualité premium, fait qu'ils les fournissent à l'intérieur de la boîte. Comme ils les fournissent, ça facilite beaucoup le brassage de cartes, fait que ça compense le petit problème. Mais sinon, le visuel des cartes, c'est super bon. Il y a une petite phrase de descriptif, pas narratif, mais une petite phrase descriptive pour expliquer qu'est-ce que tu as sur l'image sur chacune des cartes du jeu. J'ai trouvé ça intéressant. Le visuel, super. Les cartes sont très claires. Qu'est-ce que le pouvoir fait? C'est très rare que j'ai eu à faire référence au livre pour aller préciser le pouvoir d'une carte. Coût d'achat, la valeur de la carte. Matériel, super. Puis il n'y a pas énormément de matériel. La boîte est bien faite s'il y a d'autres extensions qui sortent, parce que pour l'instant, dans la version premium, même en ayant slivé ces cartes, on remplit juste la moitié de la boîte, fait qu'elle n'aurait pas été beaucoup plus petite. Mais on a beaucoup d'espace s'ils continuent à sortir d'autres expansions. Ce qu'on espère qu'ils feront. Donc, sinon, au niveau du gameplay, c'est un deck building que j'ai trouvé super intéressant. Il y a une couple de différences entre ce deck building-là et les autres. Il y a des petites différences qui sont touchy au début, là, qui sont difficiles à s'habituer quand tu es habitué de jouer à beaucoup de deck building. Par exemple, la façon dont le pouvoir d'achat fonctionne. On fait pas de change une fois qu'on a payé une carte, on perd le reste de l'argent qu'on a accumulé jusque-là, puis on recommence à payer à partir de zéro pour en acheter une deuxième. Ça, c'est particulier, mais on finit par se faire, c'est pas très compliqué. La façon dont les points se scorent à la fin de la partie, c'est super le fun. Il y a beaucoup de ton achat qui est fait en fonction de ça, parce qu'il peut y avoir une carte qui est très très bonne, mais tu vraiment en double? Parce que si tu avais en double, tu vas en scorer juste une fois. Par contre, si tu l'en double, ça va te permettre de la scorer une fois et de continuer à la jouer. Parce que la plus grosse particularité du jeu vient de la façon dont tu marques tes points, puis c'est ça qui est très très le fun dans ce jeu-là. Tu brûles tes cartes à vitesse grand V. D'habitude, dans les deck building, tu finis avec un gros deck de cartes bien épais, puis tu dois trouver des façons de l'épurer un petit peu. Dans ça, là, c'est exactement le contraire. Tu finis ta game, il te reste 3-4 cartes dans ta main. Parce que l'objectif, c'est de mettre tes cartes en tombeau pour pouvoir marquer des points. Ton deck de cartes que tu as entre les mains ne vaut rien à la fin de la partie. Fait que tu sais que tu as beaucoup de statues, beaucoup de livres déjà dans ta tombe. Il y a une nouvelle statue que tu n'as pas encore qui arrive dans le marché, que tu vas absolument manipuler la pyramide pour que cette statue-là se ramasse dans la ligne du bas quand c'est à toi de jouer pour que tu puisses l'acheter. Fait que tu vas repousser d'autres objets en manipulant. Il y a beaucoup de cartes qui permettent de manipuler la pyramide. Tu vas repousser les choses dans la pyramide pour que cette carte-là recule jusqu'à temps que ça revienne à toi, ou tu vas l'accélérer quand c'est à toi de jouer, des trucs comme ça. Fait que toute cette mécanique intrinsèque-là de réfléchir différemment de ce que tu réfléchis habituellement, de la façon dont tu réfléchis habituellement dans un deck building, dans le sens que je ne veux pas nécessairement juste faire les combos les plus puissants, j'ai besoin d'aller chercher juste 2 statues de plus. J'étais à 5 statues, 25 points. Si j'ai réussi à en chercher une ou deux de plus, je vais marquer 36 ou 49 points. C'est énorme. Et sur chaque carte, on te dit d'ailleurs, je vais le préciser dans la règle, il y a un petit chiffre juste ici qui t'indique qu'il y a combien de cartes uniques là dans ce set. Fait que si je commence à acheter les Canopic Jars, je sais que le nombre maximum de points que je marque avec ce set-là, c'est 16. Parce qu'il y en a 4 cartes maximum. Tandis que si je me lance dans les statues, si je me lance dans les statues, ben on risque d'être une gang à vouloir se lancer dans les statues parce que là, je peux marquer jusqu'à 49 points à la fin de partie si je réussis à aller chercher toutes les statues qui sont uniques à l'intérieur du jeu. Fait que ce système-là, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Fait que pour moi, c'est un deck building qui est simple, qui est facile à expliquer, comme vous l'avez constaté, qui est rapide. Puis comme on a le même deck de cartes à 2 qu'à 5, ben si on est 5 joueurs, on va passer le deck de cartes plus rapidement. Fait que les parties seront pas plus longues à 5. Fait que donc deck building plutôt facile à expliquer, simple à jouer, rapide, avec une mécanique pour marquer ses points unique. Et une façon innée de détruire ses cartes. Dès le premier tour de jeu, tu as juste d'en tomber une starter si tu n'avais plus. Tu vas marquer un point de victoire à la fin de la game, tu l'as plus dans ton deck. Fait que c'est un jeu d'épuration de deck. J'ai même une partie que je me suis ramassé à épurer mon deck un peu trop vite parce qu'il me restait plus rien. J'avais plus de cartes dans mon deck, fait que je jouais plus, mais il restait encore 3-4 cartes à acheter, puis 1 ou 2 cartes dans le deck. Fait que le joueur avec lequel je jouais, la joueuse dans ce cas-ci avec laquelle je jouais, juste eu quelques tours gratuits le temps que tout se finisse. Fait que c'est un jeu d'épuration de decks au maximum, ce que j'ai beaucoup aimé. Belle mécanique, il y a un peu d'attaque entre les joueurs, mais pas trop. On va jouer des cartes, on va voler une carte à l'autre, mettre des cartes dans sa défense, des trucs comme ça, mais pas trop. Fait que
pour un prix qui est intéressant, pour la version premium avec les sleeves inclus et tout. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle, si vous aimez les deck building compétitifs, qui se jouent bien, qui s'apprennent bien, moi à date, toutes les personnes à qui je l'ai montré ont beaucoup aimé. Fait que Valleys of the Kings, selon moi, une excellente suggestion pour les amateurs de deck building. Et sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais te suggérer de venir t'abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Venez nous visiter sur Instagram, sur Twitter. Et pourquoi pas faire un petit don sur Patreon si tu espères que l'on continue à fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine.